Il est critique littéraire et écrivain encore auréolé du prestigieux prix des Deux Magots pour son livre Château de sable. Il revient avec son 10e roman, Les Petits Farceurs. Bonjour Louis-Henri de La Rochefoucauld. Bonjour. Merci d'être présent à nouveau sur TVL pour présenter cet ouvrage édité chez Robert Laffont et que vous pouvez bien évidemment acheter dès maintenant sur le site tvl.fr à la rubrique boutique tvl.fr. Dans l'ouvrage, je retiens cette première phrase. Les écrivains sont d'une confondante naïveté si ces dindons connaissaient l'envers du décor. Et c'est pour ne pas être un dindon que vous nous offrez un tableau, mais cruel et très actuel, des mœurs du monde du livre, de l'édition et de la presse. Oui, j'espère. J'ai sans doute une part de naïveté plus grande que je ne me l'imagine, mais j'espère être assez lucide sur un certain nombre de points. Et c'est vrai que j'ai voulu dépeindre ce milieu qui est celui que je connais, de la presse et de l'édition, qui est un monde assez drôle, où il y a pas mal de faux-semblants, où à la fois les éditeurs se moquent un peu des auteurs, les auteurs sont insupportables, les deux ont leur travers, et ça crée, je trouve, une comédie humaine assez amusante. Et voilà, c'est en partie une comédie de mœurs sur ce milieu. Ouais. Un milieu qui connaît l'entre-soi, mais un entre-soi qui est pratique. Vous êtes critique à l'Express et à Technicart. Vous avez eu des bonnes critiques dans l'Express et dans Technicart. Exactement, ouais. Je ne sais que répondre. Oui, alors oui, en même temps, c'est des endroits où c'est d'une certaine manière un peu peut-être ma famille aussi, une famille que je me suis trouvée en publiant des livres pendant une dizaine d'années, en bossant, etc. Parce que j'ai aussi des ennemis ou des adversaires qui ne vous lâchent pas. Qui restent muets. Qui restent muets, ce qui est aussi très désagréable. Dans l'ouvrage, vous connaissez aussi bien, donc je le disais, ces jeux de série journalistique et d'édition. C'est un univers que vous connaissez comme votre poche. Est-ce qu'il est plus vicieux finalement, plus vicié, plus roublard que le monde universitaire, le monde du showbiz, le monde médical, parce que partout règnent les mots que vous dénoncez, l'hypocrisie, l'absence de bienveillance, la méchanceté, c'est pas réservé au monde de la presse et celui de l'édition? Alors je pense que le monde de la politique est beaucoup plus dur, par exemple. Le monde des affaires doit être aussi plus dur, parce que là, par exemple, c'est vrai que le monde d'édition, c'est pas non plus des sommes d'argent non plus délirantes par rapport à d'autres milieux. Non, la particularité du monde des lettres, ce qui doit être pareil dans le monde de la musique, c'est le mélange entre l'art, entre guillemets, ou la création, et l'industrie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui crée pas mal de quiproquos, de malentendus, entre des abrutis qui sont perçus d'être des grands artistes, des éditeurs qui essayent de faire prendre des vessies pour des lanternes. Et voilà, non, la particularité de ce monde, c'est peut-être ça. Voilà, c'est peut-être les malentendus qu'il y a entre industrie et art, et création. C'est-à-dire que vous décrivez dans l'ouvrage, en fait, qu'à côté d'écrivains sincères, écrivains authentiques, eh bien, il y a une fabrique d'écrivains, des gens que l'on fabrique pour devenir grand écrivain ou devenir tout au moins écrivains qui vendent grandement leurs livres. Exactement. En fait, ce que ce livre raconte, c'est le parcours d'un homme qui s'appelle Paul Beuvron, qui est un jeune de province, de Grenoble, très exactement, comme Stendhal avant lui. Et il arrive à Paris, lui, justement, un peu avec une idée de la littérature qui est restée au 19e siècle, un peu romantique, comme ça. Et il écrit un livre très ambitieux qui s'appelle Le Roman National, qui est une sorte de pastiche de l'histoire littéraire française de Chrétien de Troyes à Houellebecq, peut-on dire, pour résumer. Et ce livre de plus de 1000 pages, évidemment, ne rencontre pas ses lecteurs, fait un bide, mais un éditeur un peu fourbe se dit si ce type sait pasticher Chateaubriand et Victor Hugo, il saura pasticher les best-sellers du jour. Et à ce moment-là, en effet, ce personnage un peu romantique, idéaliste, découvre que l'édition, c'est aussi une fabrique industrielle. Et donc ce pauvre garçon va se retrouver cheville ouvrière de cette industrie en écrivant des livres pour les autres, de manière industrielle. Ouais. Alors, le narrateur, il s'appelle Henri. Vous vous cachez derrière ce narrateur pour raconter la vie de Paul. Vous le dites, ce sont les meilleurs amis pendant plusieurs années, tout au moins. Ce sont, dites-vous, des frères. Paul est presque, pour Henri, un double, une sorte de projection idéale. Oui, disons que les deux, alors ils sont différents parce que donc il y en a un qui est parisien et qui peut-être par sa naissance ou par sa jeunesse maîtrise certains codes que Paul n'a pas. En même temps, c'est Paul qui a le talent créatif qu'Henri n'a pas. Henri, du coup, lui devient journaliste et donc ce que je voulais montrer par là, c'était d'un côté
une sorte de spectateur, une sorte d'espion un peu, et de l'autre, un acteur, mais qui va se prendre les pieds dans ce piège qu'a vu son ami journaliste, mais que lui n'avait peut-être pas vu. Et donc, oui, peut-être que ce personnage de Paul est plus pur. Et en ce sens, il est peut-être une version de ce que le journaliste, lui, aurait bien aimé être. Mais voilà, est-ce qu'il vaut mieux être pur ou être lucide ? Je retiens, quand on est un écrivain raté, il faut être journaliste. Exactement. C'est retenu. La vraie différence entre nous, dites-vous, la voici. En provincial motivé, Paul tenait à tout prix à réussir, alors qu'en parisien blasé, il ne déplaisait pas à Henri d'échouer pourvu qu'il y ait du bon temps. L'auteur se cache derrière le narrateur. Alors c'est vrai que moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un d'hyper ambitieux, enfin au sens de la réussite sociale et tout ça, c'est pas vraiment ce qui me motive. Et j'ai toujours, jusqu'à présent, conduit ma vie plutôt en essayant de rencontrer des gens intéressants et amusants. Et c'est plus en dilettant Alors, en fait, mine de rien, j'ai pas mal travaillé. Alors peut-être que on récuse le terme. Peut-être que c'est une pause, voilà, que je prends. Mais non, c'est vrai que ma motivation, c'est plutôt toujours de trouver de l'amusement et de la surprise, plus que voilà, de la carrière avec un grand C. Alors, dans un passage des Illusions perdues que vous citez, un personnage dit à Lucien de Rubempré « Tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur ». En quoi nos héros sont des petits farceurs ? Le titre de l'ouvrage, en quoi sont-ils des petits farceurs ? Écoutez, ils sont des petits farceurs. Alors déjà, ce sorte de balancement de Balzac me plaît beaucoup, grand écrivain, petit farceur. Ils sont des petits farceurs au sens où, oui, on peut dire qu'ils resteront un peu des amateurs. Mais après, ce titre, un peu à double sens, s'applique aussi aux personnages qu'ils rencontrent dans le livre. Parce qu'ils vont être amenés à rencontrer un grand éditeur, puis un peu plus tard un ministre de la Justice important. Des gens qui ont censé avoir, comme aurait dit Blaise Pascal, des grandeurs d'établissement, des gens qui voilà, se pensent très importants et qui, au fond, sont eux aussi des petits farceurs. Alors, dans tout le roman, il est question d'amitié, on vient d'en parler, entre Paul et Henri, notamment, avec ses hauts et ses bas, puis il y a aussi l'amour. Oui, alors je suis ravi que vous en parliez parce que peu de critiques ont relevé ce point. Alors que c'est vrai que c'est à pas mal de titres un roman d'initiation, ce livre, et dans tout roman d'initiation, il y a des histoires d'amour. Et ici, il y a 3 histoires d'amour, notamment une au début et une à la fin, qui sont importantes pour le héros. Et où là aussi, je crois qu'il est assez romantique, mais peut-être dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire peut-être que... Comment expliquer ça ? Peut-être qu'il a tendance à idéaliser et à finalement passer à côté de... je sais pas, à mal s'y prendre dans sa manière dont il vit ses histoires d'amour. Je ne saurais pas vous dire précisément pourquoi. Comment je pourrais vous dire ça ? Par exemple, il y a un roman que j'adore qui est Le Jardin des Finzi Contini de Giorgio Bassani, qui est un roman de 350 pages où il ne se passe rien. Et à la fois, il se passe tout dans la tête du narrateur qui fantasme une espèce d'histoire d'amour avec une fille qui, en vérité, n'aura jamais lieu. Et peut-être qu'il se serait conduit différemment, cette histoire aurait existé, etc. Et mon personnage, lui, voilà, a tendance peut-être à rêver l'amour plus qu'à le vivre. Allez, autre personnage à part entière, plus simple, Paris. Ouais. Un Paris qui va, cette fois-ci de Saint-Germain-des-Prés, pour revenir tout de suite dans le 16e arrondissement de la capitale. La comédie de mœurs se déroule à Auteuil et à Passy. C'est un roman parisien, mais au sens topographique du terme. Oui, alors c'est vrai que c'est ce que je connais du monde, c'est ce que je connais du vaste monde. Je ne connais pas les steppes mongoles, je ne connais pas la Patagonie. Et finalement, c'est aussi un monde dans lequel je tourne un peu en rond, comme un personnage de Modiano depuis ma naissance. Mais les quartiers où j'ai la chance de vivre me semblent avoir une certaine poésie et que j'essaye de rendre... Dans ces livres. Après, il y a un peu aussi de l'humour, c'est un peu une private joke parce que de faire comme si je passais ma vie là-dedans, il m'arrive d'en sortir quand même. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre en scène ces quartiers-là, ouais.
Et il y a dans ce 16e arrondissement un lieu de pouvoir finalement que vous allez désigner dans l'ouvrage, qui est la Villa Montmorency. Et c'est vrai que c'est un lieu de pouvoir avec des grands patrons qui y vivent, des grands politiques et des politiques qui vivent juste à côté, comme l'ancien président de la République. Cette Villa Montmorency, elle symbolise pour vous le lieu de pouvoir et de tout ce qui tourne autour, des fois peu ragoûtant. Oui, alors c'est intéressant parce que personne ne m'en a parlé, alors qu'en effet, il y a un chapitre qui s'appelle Pandémonium dans mon livre, qui est une sorte de soirée qui a lieu à la Villa Montmorency chez le ministre de la Justice. Et on croise des gens, à la fois des banquiers, des gens du showbiz, etc. Et c'est qui en réalité ? Alors ça, on ne peut pas citer de nom, mais il y a des gens réels très importants qui habitent Villa Montmorency. Il y a aussi des footballeurs du Paris Saint-Germain. Je sais que Thiago Silva s'était fait cambrioler là-bas. Et ce que je voulais montrer à travers ce chapitre, c'est que c'est une découverte que fait le personnage de Paul, qu'il y a une sorte à Paris aussi, une sorte de concentration des élites, parfois un peu bizarre. C'est un lieu fermé, la Villa Montmorency, un lieu dans lequel on ne peut pas rentrer, avec des propriétés, une propriété privée très grande. Et donc c'est vrai que c'est là pour vous la quintessence du lieu de pouvoir. Oui, ça incarne vraiment pour moi le pouvoir dans ce qu'il peut y avoir d'exclusif. Et de concentration à la fois d'argent, de pouvoir divers. Et c'est vrai que dans cette soirée, je crois que mon personnage, en fait, ce personnage de Paul en sort assez déprimé de cette soirée, parce qu'il comprend que finalement, il n'arrivera jamais à s'insérer vraiment dans ce monde auquel il a accès un peu, parce qu'en tant que prête-plume, comme on dit maintenant, dans le milieu éditorial, il se retrouve à écrire des livres pour des gens importants. Donc il a accès d'une certaine manière, c'est comme si c'était dans l'antichambre un peu du pouvoir ou du tout Paris, on peut appeler ça différemment, de différentes manières, pardon. Et il comprend quand même que oui, c'est un monde qui lui restera quand même fermé. Il a pu y mettre peut-être un pied ou un doigt de pied, un orteil, mais il n'arrivera pas à s'y insérer vraiment. C'est vrai que vous vous montrez intraitable avec ce monde de la presse et de l'édition. C'est le cas aussi des portraits qui traversent le roman, celui de l'écrivain Rossi, de l'éditeur Octave Marcillac et de beaucoup d'autres. Alors, je vous ai demandé des noms, vous ne me les donnez pas, et je vous ai entendu dire par ailleurs que vous aviez fabriqué des personnages composites, c'est-à-dire le mélange de plusieurs personnages connus. Alors, honnêtement, par exemple, pour l'éditeur Octave Marcillac, je peux vous donner 2 noms. Si vous y tenez. Je pense que le modèle principal était Jean-Claude Fasquelle, qui était anciennement le grand patron d'édition Grasset dont il avait hérité, matiné d'un peu de Bernard de Fallois, donc 2 personnes qui sont mortes aujourd'hui et qui, je trouve, de 2 manières différentes, incarnaient un peu l'éditeur à l'ancienne, c'est-à-dire quand même un homme à la fois très installé, mais cultivé, maîtrisant aussi les ficelles de manière assez roublarde de son milieu. Après, j'en fais des portraits qui ne sont pas à charge non plus à 100%, parce que je trouve qu'en même temps, ces personnages ont aussi du charme, quoi. Et après, d'ailleurs, ce personnage d'Octave Marcillac, on peut le dire, meurt au milieu du livre. Et il est remplacé par quelqu'un qui est censé incarner un peu la jeune génération d'éditeurs. Et je suis pas sûr que la nouvelle génération soit meilleure que la précédente. Le vieux monde, le vieux monde peut avoir du bon aussi, ouais. Alors l'écrivain Rossi, ça je préférerais avoir le nom de l'écrivain, parce qu'en fait, dans votre ouvrage, Rossi, il n'écrit pas de livre dans la réalité. Alors ça, pour le coup, il a moins de modèles directs, mais en revanche, il se trouve que je collabore au magazine Lire, et à ce titre, je vais souvent rencontrer des écrivains pour faire leurs portraits. Et là, je me suis plus amusé à piquer un peu des marottes ou des... J'en sais rien, un écrivain par exemple qui avait des machines pour faire du sport chez lui et qui semblait passer plus de temps à faire du vélo d'appartement qu'à écrire ses livres. Mais ça, je peux pas vous dire qui c'est, d'autant qu'il est assez gros, bizarrement, alors qu'il passe plus de temps sur son vélo d'appartement que derrière son traitement de texte. Finalement. Ben oui, peut-être que ça lui ferait du bien. Non, ça, c'est vraiment un mélange de... Alors, je vais contourner la question, parce qu'elle m'intéresse quand même, Louis-Henri de La Rochefoucauld. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des écrivains connus du grand public et qui n'écrivent pas du tout leurs livres ? Ça a pu exister, on a des noms, mais là, aujourd'hui, quelqu'un qui a un énorme succès, on ne va pas donner les noms, mais on voit bien qui a un énorme succès, mérité ou pas, la question ne se pose pas, qui soit susceptible de ne pas écrire ses livres ou d'être très aidé à les écrire. Alors, il y a des gens très connus qui n'écrivent pas leurs livres, et qui publient des livres, mais sans être considérés vraiment comme des écrivains. Vous voyez ce que je veux dire, des hommes politiques par exemple. Mais alors, est-ce que ça, on considère que c'est des écrivains ou pas ?
Non, pas vraiment. Après, des romanciers, oui, j'ai déjà entendu des noms d'auteurs qui sont considérés comme des écrivains, qui se prennent pour des écrivains, et où il fallait que les éditeurs derrière fassent pas mal de nettoyage, ouais. Alors, il y a un personnage au moins qui n'est pas composite dans l'ouvrage, et pourtant c'est le pire de tous, c'est Hubert Boukovza, qui était le patron d'une boîte de nuit. Des bains-douches. Oui, parce qu'il se trouve qu'en fait, quand Paul se retrouve à la Villa Montmorency, chez ce ministre de la Justice qui s'appelle Albert Bianchi, dans mon souvenir, j'espère ne pas dire de bêtises. Bianchi vit là parce qu'il a un copain qui s'appelle Richard Raskas, qui est un grand banquier d'affaires, qui lui prête une maison à Villa Montmorency. Et il y a un troisième camarade qui est un type, une espèce d'impresario horrible qui travaille dans le milieu de la musique. Et j'explique que ces trois personnages, en fait, sont devenus amis dans les années 80 et se sont rencontrés au bain-douche, qui incarnait vraiment les années 80, cocaïnées. Oui. Ah bah je vous cite, hein. Ouais. Le pire de tous s'appelait Boukovza, patron des bains, le club emblématique de cette décennie maudite. Ses manières de manouche ne s'étaient pas arrangées avec la cocaïne, s'enfiler 4 grammes par jour, accentue l'éthique des mauvais garçons. Ayant débuté comme pizzaiolo, Boukovza ne pensait qu'à gagner de l'argent facile et à arroser de drogue une clientèle de mannequins à la mode et de dragueurs connectés, de monte en l'air et d'hommes d'affaires véreux, de gommeux et de gourgandines, de rogatons du Gotha et de fils de Bourges encanaillés, de rutilants marlous et de noms ronflants issus du cinéma, de la chanson et de la télé. Fin de citation, il est habillé pour l'hiver. Voilà, là je me suis fait plaisir. Non mais alors, Boukovza est mort, donc il ne me fera pas de procès en diffamation. Et en plus, il a raconté tout ça dans mes propres mémoires, où il parle de ses abus de cocaïne et tout ça. Et non, je sais pas, je trouve ce nom assez marrant, en fait, Boukovza. Et lui est un personnage... en même temps flamboyant et incarnant, et en même temps qui s'est autodétruit dans tout ça. Et voilà, comme les bains-douches, pour le coup, est un lieu réel, je trouvais finalement pourquoi inventer un faux patron des bains-douches quand le vrai patron est plus romanesque que ce que j'aurais pu inventer. Vous avez inventé un faux ministre de la Justice. Oui. Hein, et c'était pour mieux étrier, ça je gardais ça pour la fin, et peut-être plus que de raison d'ailleurs, le monde politique. Alors là, toute cette mascarade, je cite encore, de Sacripan et de Sigisbée, de Saligo et de Sagouin, mais c'était magnifique, mieux que le Satyricon. Oui, c'est un petit plaisir personnel que cette allitération. Oui, en fait, il y a un côté dans le livre, ça serait très exagéré de parler de cercle de l'enfer, mais il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que ce narrateur, encore une fois, ce personnage, un peu naïf de Paul, finalement va découvrir le monde des lettres qui ne lui paraît pas joli. Et après, c'est vrai qu'il va découvrir encore pire avec ce monde mêlant politique et affaires. Et oui, en tout cas, moi, c'est pas du tout un endroit où j'aimerais évoluer. De toute cette épopée de satrapes, de maquignons et de loupards, m'inciterait à courir, m'enfermer chez moi pour écrire ce que j'ai vu. C'est un peu ce que vous faites. Exactement, oui. En fait, j'ai une grande admiration et même vénération pour Saint-Simon. Et je trouve que c'est... Je sais pas. Je comprends très bien ce choix qu'il a fait d'essayer d'observer la comédie du pouvoir et tout ça, et ensuite de s'enfermer pendant je ne sais plus combien de temps, à noircir des milliers de pages. Toute la vie à la cour, et ça fait 20 volumes, les Mémoires de Saint-Simon. Exactement. Voilà. Et vous seriez parti et enfui depuis longtemps. Voilà. Alors vous êtes caché dans le personnage du narrateur, je l'ai dit, Henri d'Estissac. Un des personnages avec qui il travaille dans le magazine Avant-Garde lui dit « Si tu ne t'octroies pas le droit de flinguer, on ne te prendra pas au sérieux, on écrira cela sur ta pierre tombale. Henri d'Estissac, profession, robinet d'eau tiède. » Et votre roman, c'est pour dire que vous n'êtes pas vous un robinet d'eau tiède? Non, j'ai la réputation d'être un critique méchant en musique, puisque je fais de la critique musicale aussi. En littérature, ça m'arrive aussi de... c'est-à-dire que c'est vrai que si vous voulez... Je pense qu'il faut distinguer la critique et le journalisme culturel. Le journalisme culturel, ça consiste à dire voilà quelle est l'offre culturelle, comme on dit maintenant, voilà ce qui sort, etc. Bon. Une exposition, voilà. Un film. Et souvent, finalement, après, on ne dit pas grand-chose. Et je trouve que trop souvent, la presse fait du journalisme culturel maintenant, et pas de la vraie critique avec un point de vue fort, même quitte à ce qu'il soit de mauvaise foi. Moi, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème de lire, par exemple, un article assassin sur un artiste que j'adore. Même souvent, je suis premier à en rien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans ce monde où il faut faire attention à tout. Et je pense en effet qu'un bon critique doit quand même, de temps en temps, pour construire une ligne éditoriale digne de ce nom, dire ce qu'il aime, dire ce qui lui paraît intéressant et valable, mais aussi dire ce qui lui semble être des repoussoirs.
Est-ce que vous arrivez à vivre dans ce monde que vous nous décrivez? C'est le pire des mondes. Alors écoutez, figurez-vous que j'ai signé une promesse d'embauche pour la première fois de ma vie, à 38 ans. Donc c'est la preuve qu'il y a de l'espoir. Non, je pense qu'il faut être patient, il faut être prudent, pas au sens de peureux, etc. Mais il faut réussir à comprendre quand même les règles du jeu, etc. Et après, essayer quand même de fréquenter des gens qu'on... Moi, il me semble qu'il faut que le seul calcul, c'est d'essayer de fréquenter des gens qu'on estime et pour lesquels on a un peu d'admiration, et quitte à ce que ça prenne plus de temps de se faire une place dans ce milieu. Les petits farceurs, est-ce qu'il y a l'obligation d'un prix? Vous avez eu les 2 magots pour le précédent. Est-ce que c'est obligatoire? Et si vous ne l'avez pas, est-ce que vous en remettez? Il faudra s'en remettre. Non, écoutez, c'est histoire de prix, c'est assez étrange parce que c'est vrai que ça vous met dans une situation un peu angoissante où votre vie peut basculer d'un bon côté si vous avez un prix important et tout ça. Mais il faut, je crois, essayer de vivre ça avec détachement et humour, même si c'est pas toujours si facile que ça. Vivre ça avec détachement, vous savez que si vous n'êtes pas un grand écrivain, vous ne serez qu'un petit farceur. Exactement, mais je crois qu'il faut se dire ça, ouais. Henri de La Rochefoucauld, Les Petits Farceurs, merci d'être venu évoquer cet ouvrage et je vous invite à le lire parce que c'est un très très beau roman. C'est, dit l'Express, et je dois le croire, le roman de la rentrée. Donc si l'Express le dit, c'est que ça ne doit pas être faux. Merci à vous. Merci à vous.